Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur JMTV+. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui vient de Libreville au Gabon. C'est pas n'importe qui, vous le connaissez très bien pour ceux qui sont gabonais ou qui sont souvent passés au Gabon. C'est le pasteur Benoît Goussi qui nous rend visite. Aujourd'hui, nous allons comme ça écumer l'actualité politique au Gabon. Nous allons parler des problèmes qu'il y a eu sur sa chaîne de télévision au lendemain des élections présidentielles. Bien entendu, il nous dira ce qu'il souhaite bien nous faire dire, car malheureusement, comme vous le savez, on ne peut pas tout dire, on ne peut plus tout dire dans certains pays d'Afrique. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Wafo. Comment allez-vous? Je vais bien, la santé physique, ça va, mais le pays, ça va pas. Le pays, ça ne va pas. Ça va pas. Nous sommes bien ici à Paris, au siège de JMTV+, ça veut dire que vous avez quand même pu sortir du pays. Comment avez-vous fait? Bon, vous savez, tant que je ne suis pas rentré au Gabon, je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour sortir. Ce qui importe, c'est que vous me voyez en France, je suis là parmi vous, au pays de droits de l'homme, au pays où nous pensons que tout le monde devrait accompagner tout le monde à vivre aisément comme ici. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est ce que vous pensez, que les gens vivent aisément ici, mais si vous viviez ici, vous comprenez que les gens ne vivent pas aisément ici. Les droits de l'homme sont devenus presque les droits des chiens. Hein. Je vais vous dire qu'il n'y a rien de tel que d'être en liberté. Quand vous avez la liberté d'expression, quand vous avez la liberté de mouvement, quand vous avez la liberté de vous nourrir, même si vous n'avez rien, vous êtes à l'aise. Par contre, si on vous défend de parler, si on vous défend de vous mouvoir, si on vous défend même, peut-être que vous n'avez rien à dire, mais il suffit seulement qu'on vous dise vous ne devez pas parler, le besoin de parler va se faire sentir. Vous comprenez que tout ce qui est interdit devient toujours important. Et quand on est à Paris, on est en France, on se dit ok, on est en France, la ville qui a vu naître la déclaration universelle des droits de l'homme, donc on peut se permettre de tout. On peut se permettre de tout, mais pas vraiment de tout. Hein. Bon, nous avons cette chance-là, on ne va pas cracher dans la soupe vu le temps que les Français ont mis à la faire bouillir cette soupe-là. On peut quand même s'exprimer, comme dit le pasteur aussi ici à Paris. JMTV+ peut parler à Paris sans risquer de se faire casser ou jeter en prison, comme se le cachez vous. Par exemple, vous avez dû voir sur les écrans de vos chaînes de télévision, des chaînes internationales par exemple, qui étaient sur place à Libreville au Gabon. Ils ont assisté, beaucoup sont venus nous voir, les observateurs de l'Union européenne sont venus voir. Sont venus voir votre siège? Ils sont venus. Ils sont venus voir le siège de la RTN qui a été RTN Radio-Télévision Nazareth, qui est votre chaîne de télévision radio. Oui, tout à fait. Basée à Libreville, au quartier Okala. Okala, voilà. Tout à fait. On dit tout sur JMTV+. J'y ai travaillé 3 semaines lors de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, 2012, nous vous en remercions. Voilà. Donc, voilà, la RTN, je la connais un peu. Je connais donc un peu le pasteur Benoît Goussi, mais je ne l'ai pas revu depuis. Voilà pourquoi, lors de ce passage, j'ai sauté qu'ils viennent vous expliquer, vous, chers téléspectateurs de JMTV+, et même de la RTN, ce qu'il s'est vraiment passé. Alors, on dit que au lendemain de la proclamation des résultats, le 31 août 2016, votre siège avait été pris d'assaut par des militaires. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous savez, le fait de pouvoir restituer la vérité qui a attiré les foudres à la RTN. C'était d'abord dans la nuit du 28 déjà. Dans la nuit du 28, pendant que les journalistes, vos confrères étaient en train de diffuser les tendances, bureau de vote par bureau de vote, les inconnus sont venus saboter le transfo. Des inconnus? Des inconnus. Donc vous ne les avez pas vus? Non, ils ne les ont pas vus. Moi, j'étais chez moi. Vos confrères ne les ont pas vus. C'est pendant que une personne appelait de Paris, pendant que cette personne-là était en direct avec eux, sur le plateau, que tout d'un coup, ils ont entendu un bruit, une détonation. Une détonation? Une détonation dans le transfo. Et puis finalement, il n'y avait plus de lumière jusqu'au matin.
nous avons dû louer un groupe électrogène pour pouvoir continuer à émettre. Et c'est avec ce groupe électrogène que nous avons émis pendant toute la journée jusqu'à ce que l'électricité était revenue. Alors, donc, ça c'était un avertissement. Mais 2 jours après, donc le 31, vous avez vu sur les réseaux sociaux que le pasteur Ngoussi a été enlevé. Mais c'était une tentative d'enlèvement. Tentative d'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ben moi, je n'ai pas su, puisque moi-même, qui était concerné, je ne savais pas, mais c'est des choses que, quand je vais vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Quand je vous dirai que Dieu parle, les gens vont dire, mais Dieu parle par quel langage? Mais Dieu m'a parlé. Ah bon, ben il vous parle régulièrement. Il me parle régulièrement. Je sais qu'en 2009, il vous avait déjà parlé. Oui, il me parle régulièrement. Il ne parle qu'à vous au Gabon. Hein? Ben, pas qu'à moi, il parle à d'autres aussi, mais qui peut-être n'ont pas l'opportunité de le faire comprendre. Vous m'avez son numéro de téléphone. Alors, on a essayé de vous enlever, vous dites. On a essayé de m'enlever. Moi, j'ai été surpris, moi aussi, parce qu'un monsieur est venu me montrer son téléphone dans la salle de conférence où nous étions. Oui. Dans son téléphone, j'ai vu que le pasteur Ngoussi était enlevé. J'ai dit, mais c'est bien moi le pasteur Ngoussi, on a rigolé, mais c'était réel. En fait, la tentative était bel et bien réelle. On a donc envoyé des gens pour Ils ont envoyé 4 équipes de personnes pour m'enlever. Ces 4 équipes, chacune d'elles avait un rôle à jouer. Mais sauf que quand je vois les gens qui couraient autour de ma voiture, je pensais que c'était des gens qui me connaissaient. Or, je m'adressais à mes bourreaux, je leur ai dit de me garder la voiture. Ils me disent, oui papa, on va garder la voiture. Pendant que je suis descendu au QG du président Jean Ping, je ne savais pas qu'il y avait une autre équipe dans la salle qui m'attendait. Alors je suis parti là-bas. Comment j'ai fait pour abandonner la voiture? Je veux bien comprendre. C'est Dieu qui me dit d'abandonner ma voiture. Vous êtes descendu au QG. Est-ce que vous y êtes arrivé? Je suis arrivé au QG, mais à pied. À pied. Donc l'équipe qui vous attendait n'a pas su que c'était vous ou quoi? L'équipe qui m'attendait a su que c'était moi. Donc ils m'ont surveillé là-bas. Ils voulaient... L'enlèvement devait se faire au moment où j'allais monter à bord de ma voiture. Ouais. Quand j'allais prendre la voiture, ils devaient me dire de ne plus bouger, ils devaient me mettre au respect, me tenir à respect avec leurs armes. Donc vous savez, tout homme qui est menacé par l'arme devait obéir aux ordres jusqu'à ce qu'ils m'amènent là où ils voudraient. Et comment vous avez fait pour vous tirer de là? Mais je l'ai fait innocemment. C'est-à-dire que moi, j'obéissais au Saint-Esprit sans savoir que j'étais en train de me tirer de danger. Le Saint-Esprit me dit d'abandonner la voiture, je l'abandonne. Le Saint-Esprit me dit de prendre une autre voiture, j'ai pris une autre voiture. Un taxi ou... Non, je suis monté avec un président d'un parti dans sa voiture fumée, aux vitres fumées. Il m'a amené, on est parti au Radisson où il y avait une autre déclaration de l'Union européenne. Et là-bas, il y avait une équipe qui m'attendait, ils étaient contents de voir que j'étais là-bas. Le Saint-Esprit me dit de partir avant la fin de la déclaration. Je suis parti, c'est des choses, quand je vous raconte, seuls les chrétiens savent de quoi je parle. D'autres vont dire que... Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont étonnés de voir que je n'ai pas été prise à leur filet. Et ce que je vous dis, c'est quelqu'un de l'air qui est venu me le dire. Il est venu me témoigner la pertinence de la protection divine. Il m'a dit, désormais, il devrait prier chez moi, dans notre église. Alors, vous voyez, ça c'est la journée du 31. Mais dans la nuit du 31, au premier, maintenant, puisque lui m'avait dit de ne plus continuer, quand je lui ai fait le témoignage, il m'a dit non, il ne faut plus conduire la voiture. Je dis, je sais qu'il y a quelque chose à bord de ma voiture. Il a confirmé que c'est vrai. C'est un mouchard. Celui-là, non, mais parce qu'il était étonné de voir la pertinence de ce plan qui a été échoué. Donc il y avait un mouchard dans votre voiture ou pas? Un mouchard branché oui, pour m'écouter, comme un GPS par exemple, hein, qui montrait là où je partais et qui écoutait ce que je disais, qui enregistrait ce que je disais. Bon, alors donc j'ai préféré laisser ma voiture à la RTR.
Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis à la RTN. Ils pensaient que j'étais là-bas. Et comme ils ont su que le fait de m'avoir manqué la journée, c'est sûr que je devais être à la RTN puisqu'il y avait un bouclier humain qui était formé au niveau de la RTN par les enfants du quartier qui sont venus à partir du moment où la RTN a été déjà avertie par le sabotage du transformateur. Ils se sont dit que comme le patron a failli être enlevé, c'est sûr qu'il est en danger. Et ils sont venus faire un bouclier humain. Ils sont venus assister donc ceux qui travaillaient, vos confrères qui étaient là. Ben, c'était pas bien ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes parce que dans la nuit maintenant, il y a eu 3 voitures, 3 véhicules contenant 20 bonhommes habillés en tenue militaire, cagoulés, qui sont venus la nuit vers 4 h du matin pour pouvoir chercher à certainement me faire la peau. Oui. Parce que quand ils ont revu ma voiture, ils se sont dit que j'étais là. Vous étiez là-dedans. Alors donc, ils ont arrêté tout ce qui était là. Ils ont commencé à pulvériser de balles la voiture. Et ils ont mis le feu à la voiture. Et 4 autres véhicules qui étaient garés à côté, ils ont brûlé toutes ces voitures. Ils sont montés dans mon bureau, tiré sur tout ce qui était là-bas, donc sur des placards, sur des portes, des fenêtres, des ouvertures, ils ont tiré. Je ne sais même pas pourquoi les gens pouvaient tirer sur le mur comme ça, alors que le mur, vous comprenez que le mur n'a pas de vie du tout. Et après, ils ont mis le feu dans le bureau. Ils sont passés, là où vous connaissez, le plateau que vous avez utilisé, mais ils l'ont brutalisé, tiré sur les caméras, tiré sur des tableaux qui étaient là. Le plus important, c'est lui-même là-dedans. Et votre gardien, par exemple, était-il présent? Les gardiens étaient là, les agents étaient là, ils les ont fait asseoir, ils les ont attachés, scotchés, ils les ont mis les bandeaux aux yeux et les faire coucher au sol. Et ils voulaient les brûler. Ils voulaient les brûler? Ils voulaient les brûler, ils ont cherché le carburant pour pouvoir les brûler. Mais et comment vous le savez qu'ils ont cherché du carburant? Mais ça, c'est ce que les anciens m'ont dit le matin. Ils ont fait des dépositions le matin. Et il y a des images où vous le voyez, certains portaient des ecchymoses, d'autres des tuméfactions par-ci, par-là. Mais je vous dis que ce n'était pas gai. Et d'ailleurs, ça a été diffusé sur les autres chaînes. Et vous, pendant ça, vous étiez chez vous? Pendant ce temps, j'étais chez moi. Ils savent où vous habitez? Ils savent là où j'habite. Pourquoi ne sont-ils pas allés vous chercher directement? Ben, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut demander à Dieu. Mais donnez-moi son adresse. Je vais vous la donner. C'est Jésus-Christ son adresse. C'est Jésus-Christ son adresse. C'est la question qu'on me posait. La réponse est chez lui. Je suis à Paris. Ça, c'est lui qui... J'ai compris, vous ne me direz pas comment vous avez fait pour aller ici. Voilà. Je comprends, je posais par question là-dessus. Mais chaque fois vous dites c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bon, ben, si c'est Dieu aussi bienfaisant, il serait bien qu'il fasse du bien à votre pays directement que de le faire qu'à vous. Mais il l'a fait à mon pays. Comment vous ne savez pas qu'il a fait du bien à mon pays? Il fait du bien à mon pays, mais sauf que Dieu ne peut pas remplacer les hommes. Dieu ne peut pas remplacer les hommes. Sinon, il y aurait un pays pour Dieu et un autre pays pour le diable. Ben, le Dieu est partout. Il est partout, justement. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tout à fait. Mais il n'éradique pas la terre des méchants. Ce n'est pas le moment. On reviendra sur le débat religieux. Je suis prêt pour cela. C'est quand vous voulez. On va rester sur le politique aujourd'hui. Voilà. Croyez-moi, on prend rendez-vous pour parler de Dieu. Ça, j'adore ce genre de débat. Ça, c'est mon travail, ça. Vous avez pu, donc, ils ne sont pas allés chez vous vous chercher, parce que votre Dieu les a empêchés de retrouver la route, on va dire ça comme ça. Voilà. Bien. Et désormais, comment fonctionnez-vous à Libreville? Nous avons fait venir depuis Paris, nous avons des amis ici qui nous ont envoyé certains matériels. D'ailleurs, ce matin, j'étais chez eux, les voir, mais c'est en attendant que
nous puissions avoir plus de moyens afin de payer d'abord ce matériel qui nous a été prêté et ensuite nous équiper de nouveau comme par le passé afin de fonctionner normalement quand les choses vont aller. Si je comprends bien, personne n'a été brûlé chez vous, personne n'a été tué dans les locaux de la RTN. Il n'y a que le matériel qui a été endommagé. Vous comprenez la différence entre le QG du président Ping et la RTN. On va arriver sur le QG. À la RTN, personne n'est mort. Personne n'est mort. Vous le confirmez. Je suis en train de vous donner... En fait, c'est un peu là la différence. C'est un peu là la différence. Personne n'est mort, personne n'a été gravement blessé. Ils ont été attaqués, ils ont été tapés, mais pas jusqu'à les blesser d'une manière... Ils ont été torturés. Ils ont été torturés, pour ça, c'est vrai. Ils portent des stigmatures. Oui, oui. Et moralement, ça doit se dire ça. Ah ben, la psychose, jusqu'à présent, il y en a qui ne vous répondent pas convenablement. Il y en a qui n'ont pas surmonté voilà, la douleur, qui ne sont pas encore retrouvés peur, hein. psychologiquement parlant. Il y en a qui ne viennent pas au travail d'une manière sereine. C'est quelque chose de difficile à surmonter. C'est difficile. Et vous, comment faites-vous pour les amener à reprendre confiance en eux? Il faut leur parler de l'avenir du pays, de l'espérance qui ne doit pas mourir. Il faudrait toujours faire vivre l'espérance, et c'est en faisant vivre l'espérance qu'on devient un jour libre. On va faire la transition pour parler du QG de Jean Ping. On va dire que votre Dieu, je ne sais pas comment il fait, il a protégé le patron, mais pas les employés. Bon, lui seul comprend. Il a protégé les employés. Ils ont été quand même... non, pas quand même, il les a protégés, ils ont été torturés. Moi, j'avais été torturé. Bon, allez. Ils ont été... Agis dans le bon sens. Hein. Nous allons parler du QG maintenant. Alors, j'ai reçu sur ce même plateau, bien les caméras des GMTV+ sont allées à Sylvie de Boisfleury, qui est journaliste française indépendante. Et qui était là-bas. Et elle nous a fait des déclarations comme quoi le QG Jean Ping avait reçu des balles, des gens avaient été enlevés, bastonnés, torturés, emprisonnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce qu'elle vous raconte, c'est de la vérité. Votre version nous intéresse aussi. Moi, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vécu, quand bien même que c'était une réalité, une vérité, parce que ça s'est produit après mon départ, bien sûr. J'étais là-bas quelques heures avant, comme je venais de vous le dire tantôt, mais quand je suis parti, lorsque vous parlez de Dieu, vous voyez la pertinence de Dieu. C'est quand son serviteur s'en va que derrière, il y a une hécatombe. Il y a une hécatombe. Tout le monde ne va pas se mettre à servir Dieu, nous allons rester sur les mais il le faut. Vous savez, c'est pour ça de rester sur les humains. Car si on ne parle que de Dieu, on transforme ici en paroisse tout de suite. Nous allons rester dans le journalisme, c'est mieux. Mais vous avez affaire à un pasteur. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'on ne peut pas dissocier Dieu de la vie que nous menons. Mais nous recevons ici sur le plateau GMTV l'homme du média RTN et l'homme politique. Oui, tout à fait. Vous avez été candidat malheureux aux élections de 2009. Oui. Cette fois-là, une fois de plus, Dieu vous avez dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé. On ne va pas revenir là-dessus parce que sinon on passe la nuit là-dessus. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre si je vous disais que c'est à partir de 2009 que je suis aujourd'hui ce que vous voyez. Et à partir de ce que vous voyez, je serai demain autre chose. Bon, touchant du bois, que cela arrive, j'ai pas de bois autour de moi, c'est pas long. Alors, donc, ce qui s'est passé au QG de Jean Ping, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Même si vous ne l'avez pas vécu, vous avez certainement... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été vraiment une catastrophe. Une catastrophe parce que le lendemain, quand je suis allé là-bas, mais c'était invivable à voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des stigmates. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous allez trouver des implants, des impacts de balles sur le mur, un peu partout. Il y avait du sang partout le matin. Du sang. Il y avait du sang partout le matin. Cela signifie que... Il y a eu ce que les gens racontent, c'est de la vérité. Nous avons fait, puisque je suis responsable... quelque part parce que président de la plateforme nationale de la société civile,
à ce titre, je vois des rapports des gens que nous envoyons sur le terrain nous ramener. C'est des rapports qui parlent, ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Monsieur Blanc aussi, voulez-vous confirmer sur ce plateau qu'il y a eu des morts au QG de Jamping? Il y a eu des morts au QG de Jamping. Ce que je ne pourrais pas vous confirmer, c'est le nombre exact. Mais il y a eu plus de 10 morts. Plus de 10 morts, ça je peux vous le confirmer. Tués par qui? Ben, tués par les mêmes gens qui nous ont visités à la RTN. Ces gens-là sont commandités par qui? Ben, vous savez, dans un village, sauf s'il n'y a pas de chef de village, mais dans un village, même si c'est un bébé qui pleure, dans un autre village, on dirait que c'est le village de X, et le bébé appartient à cette personne-là, même si ce n'était pas son propre bébé. C'est le chef qui endosse tout. Le Gabon a un chef, le Gabon a un pouvoir, c'est le pouvoir qui endosse tout ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, les gens ne meurent pas, mais c'est parce qu'aucun ordre n'est donné pour tuer aujourd'hui les gens. Et pourquoi ils sont morts ce jour-là et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que ce jour-là, il y a eu des ordres. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Des ordres occasionnés par qui? Qui a eu les ordres? Ben, j'étais en train de vous dire que dans un village, même si ce n'est pas le chef qui a donné l'ordre, mais c'est le chef qui endosse. Et on verrait mal comment dans un village où tout est organisé, le chef ne donne pas l'ordre et un petit bonhomme va se lever pour aller perturber la quiétude des gens qui sont tranquilles. Le camp d'en face, le camp d'Ali Bongo, accuse celui de Jamping d'avoir organisé ces désordres-là et en voulant maintenir de l'ordre, ils ont envoyé la police dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne sais pas ici en France. En France ici, la diaspora, pour ne citer que cet exemple-là, la diaspora gabonaise, marche ici tous les samedis. Et samedi dernier, j'ai vu comment ils ont marché. Il y a eu combien de morts? Zéro. Mais parce qu'il y avait la police, mais la police est là pour encadrer ce qui marche. Ouais. J'ai répondu à votre question. Et chez vous, la police, n'encadre-t-elle pas? Chez nous, la police encadrée. Au Gabon, la police, logiquement, est considérée comme des agents qui sont anti-population. C'est-à-dire que d'un camp, un camp la population, le peuple, et l'autre camp la police. Logiquement, dans un pays normal, la police, comme son nom le dit, la police a pour rôle de polir la vie, de la rendre lisse, de faire en sorte que les gens soient canalisés, de faire en sorte que les gens soient protégés, de faire en sorte que les gens soient en sécurité. Mais dans nos pays, notamment au Gabon, la police n'a pas pour rôle de sécuriser les biens et les personnes. La police a pour rôle de taper sur les gens, d'arrêter n'importe qui, juste parce que c'est comme si c'était devenu la police d'une personne. La protection d'une même personne. Donc il y a la police, la GR signifie la garde républicaine, les forces de sécurité. Donc tout cela, c'est pour sécuriser une seule personne. C'est quand même curieux. On va un peu faire une parenthèse. Vous êtes moins de 2 millions d'habitants. Nous sommes à peu près 1 500 000 habitants. Mais dans votre pays, il y a tellement de corps de police, de militaires, béret vert, béret rouge, béret marron, béret jaune. Il y a même la SGS. SGS, la sécurité, machin. Il y a la milice, il y a beaucoup de trucs. Milice, vous prononcez un mot qui revient souvent dans la discussion. Certaines personnes dans votre camp accusent Ali Bongo d'avoir fait entrer une milice étrangère au Gabon pour tirer sur les Gabonais. Est-ce vrai ou faux? Vous savez ce que m'ont dit mes agents, les agents de la RT1. Ils ont dit que parmi les gens qui parlaient, il y en a qui ne parlaient pas français. Les gens qui les ont attachés, qui les ont scotchés, les bouches et tout ça, il y en a qui ne parlaient pas français. Parlez quelle langue? Une langue que d'autres ne comprenaient pas aussi.
Bon, le Gabon est bien francophone. Mais si on ne comprend, le Gabon est francophone, si on ne comprend plus la langue, c'est que ce n'est pas forcément du français. Bon, il y a aussi chez vous près de 100 dialectes. Mais comment voulez-vous qu'un Bandjabi vienne parler Bandjabi en portant l'uniforme avec les autres qui ne sont pas Bandjabi? La langue qui était parlée devrait être la langue nationale des gens qui portaient l'uniforme ce jour-là. Pour vous, non? Vous n'avez aucun doute sur le fait que ces gens soient venus d'un autre pays? Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute pour la simple raison que ce sont des choses que les gens ont dénoncées avant même les élections. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu, mais je ne peux pas aussi nier ce que tout le monde a dénoncé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir un menteur, mais il ne peut pas avoir tout un peuple qui ment. C'est pas possible. C'est qu'il y a eu au Gabon la présence étrangère de gens qui ont dû s'aimer le trouble pendant ce moment de post-électoral. Dans votre bord, on dit aussi que ce serait Ali Bongo lui-même ou son camp qui a organisé le désordre afin de justifier l'utilisation de... Comment allez-vous dire qu'il y a eu des problèmes, mais pas le président de la République, dans un pays qui est présidé par un président de la République? Mais c'est le chef qui doit donner les ordres pour arrêter le désordre. Et s'il y a des ordres, sans qu'on arrête ce désordre-là, c'est le chef qui en pâtit, même s'il n'en a pas donné directement les ordres. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que c'est la façon de tout le monde. C'est pour cela que tous les pays sont organisés. C'est pourquoi il y a des lois. C'est pourquoi on punit. On punit les gens pour empêcher qu'il y ait anarchie. Mais depuis que ça s'est passé, vous avez appris qu'un général a été arrêté, un commandant de police. Un colonel peut-être. Un colonel a été arrêté. Où ça? Les Pongouais qui... Mais ceux-là, ils ont été arrêtés parce que ils appartiennent à une ethnie, l'ethnie de l'opposition, du chef. L'ethnie de Jean Ping, pas de l'opposition. Vous n'êtes pas de la même tribu que Jean Ping. Moi? Vous êtes Nzebi. Non, moi je dis Nzebi, mais il y a les Nzebi dans l'opposition. D'accord, parce que vous avez dit qu'ils ont été parce qu'ils sont de l'ethnie... De l'ethnie qui est dans l'opposition, par exemple. Quand bien même qu'il y a des Mienais au pouvoir et tout. Mais quand on parle de l'opposition aujourd'hui, c'est mitigé. Parce qu'aujourd'hui au Gabon, on ne sait plus qui est opposant et qui est au pouvoir. Pour la simple raison que nous, peuple gabonais, nous disons que le pouvoir n'est plus le pouvoir que tout le monde pense. Comment vit la population gabonaise aujourd'hui? Il se dit que les gens sont depuis 2-3 mois sans salaire. Est-ce vrai ou faux? Mais il n'y a qu'à juger par la grève. Moi, je ne travaille plus pour vous dire que je n'ai pas eu mon salaire. Mais quand je regarde les grèves dehors, ces hommes-là ne sont pas en train de mentir. Il y a donc des grèves en ce moment? Il y a des grèves. Pourquoi vous ne suivez pas les chaînes africaines? Parce que vous êtes ici, vous ne suivez que des chaînes. Lorsque je regarde Gabon Télévision, on me met des films. Mais Gabon Télévision ne peut pas vous montrer. Des films brésiliens. Donc ça, je ne veux pas regarder les films brésiliens, moi. Je peux faire les films français. Comment? Je veux vous dire que Gabon Télévision ne vous montrera jamais la réalité des faits. Donc pour m'informer sur votre pays, je dois regarder les réseaux sociaux, bien ce qu'on m'envoie. J'ai reçu des images, j'ai reçu des photos. Il y a des grèves partout au Gabon. Il y a des grèves partout au Gabon. À l'heure actuelle, il y a des grèves partout. Est-ce tout le monde qui ne perçoit pas son salaire ou juste une frange de la population? Je ne sais pas si on peut vous citer ici un secteur où les gens sont bien payés. Non, je ne dis pas de bien payés. Payés. Est-ce que les gens perçoivent le salaire dans certains secteurs? Moi, je dis bien payé, ça veut dire être régulièrement payé. Je ne parle pas non, je ne parle pas par exemple,
du salaire de quelqu'un. Je vous parle de la régularité, de la fréquence. La régularité du travail, de la paye, j'allais dire, de la rémunération. C'est-à-dire que vous pouvez être payé ce mois et le mois prochain, vous n'avez plus votre salaire, ainsi de suite. Ça dure depuis combien de temps cette situation? Ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, ça s'est empiré maintenant avec la crise post-électorale. Peut-être que ça va, quand je dis peut-être, c'est que ça va s'empirer. Mais c'est grave ça. C'est très grave, c'est pour cela qu'on demande à la communauté internationale et notamment à la France. Oui, notamment à la France. De venir voir les choses au lieu de les gaspiller, parce que la France gaspille les choses. Parce que chez les téléspectateurs de JMTV+, depuis qu'on parle de la communauté internationale, j'ai demandé son adresse et personne ne me l'a donné. C'est qui la communauté internationale? Pour nous, on parle de la France, on parle des États-Unis, on parle de l'Union européenne, nous parlons aussi de la Chine et autres. Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que vous avez rencontré quelques personnalités politiques françaises? Je viens d'arriver, ça fait 3 jours que je suis là. Est-ce que vous comptez les rencontrer? Vous voulez que je vous dise quoi ici, là, maintenant? Je n'ai pas à vous dire ce que je dois faire en France. Ne dites peut-être pas tout, mais quel bord politique souhaitez-vous rencontrer? La droite ou la gauche? La France. La France. La France. C'est qui la France? Moi, je suis français, vous m'avez rencontré. Mais quand je dis la France, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous m'avez rencontré, ça vous suffit? Je suis français? La France, non, moi je vous parle de la France. C'est-à-dire que vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez le centre, vous avez l'extrême droite. Tout ça, c'est la France. Mais la France n'a pas d'amis, disait l'autre. La France n'a que des intérêts. Alors, si nous sommes ici, que la France puisse écouter le Gabon parler, ce serait une très bonne chose. Mais la France. La France. La France. J'espère que vous rencontrerez la bonne France, parce qu'il y a une qui en ce moment, tapit le sol avec 4% de satisfait. Donc si vous avez rencontré celle-là, mais c'est celle-là qui est devenue un trouble fait. C'est celle-là qui déclare beaucoup de choses. C'est cette France-là, au lieu de rester tranquille, au lieu de s'occuper d'elle-même, elle parle de choses qu'elle ne maîtrise plus. C'est celle-là, justement. C'est de cette France-là dont il est question. Mais cette France-là n'existe plus pour nous, Français. Elle existe pour les Gabonais. Nous avons hâte, ça c'est pas le journaliste qui parle, c'est le Français, nous avons hâte qu'elle parte bientôt, nous allons bientôt la balayer. 4% de satisfait, elle n'est plus crédible pour discuter avec le Gabon par exemple. Mais justement, c'est ce que les Français disent, mais c'est pas ce que les Gabonais disent. Les Gabonais ils parlent que voilà, tel a parlé, alors que la personne n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est ça. Bon, nous sommes venus ici parler aux Français. Nous sommes venus parler aux Français des choses du Gabon. Et il faut que les Français comprennent que le Gabon n'est plus le Gabon d'hier, c'est le Gabon qui est une nation qui se veut être dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une nation qui doit être inférieure à une autre. Nous avons tous ratifié la même convention universelle, la même convention universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration, il n'y avait pas de pays qui étaient cités et d'autres non. Mais vous n'avez fait que la ratifier, vous n'avez jamais contribué à sa rédaction. Hein? Mais c'est pas, il ne faut pas forcément être rédacteur pour pouvoir en bénéficier. Je pense que les rédacteurs l'ont fait pour nous tous. Seulement les rédacteurs étaient monocolores. Hein? Et c'était plus proche de la neige que du soleil qui brûle là. Il faut que ça soit pareil partout. C'est-à-dire que les rédacteurs doivent avoir la même position au Cap-Vert qu'au Gabon, au Burkina, qu'au Congo démocratique. Congo démocratique. Par exemple. Mais quand on voit les pays comme le Cap-Vert aujourd'hui devenir le modèle de la démocratie, dites-moi, le Cap-Vert à combien? C'est quand même curieux, l'Africain, Parti démocratique gabonais, République démocratique du Congo, pourtant ici parce que de la ça c'est plus des slogans politiques que la réalité.
c'est pas la pratique, ce sont les slogans politiques. Ça. C'est comme l'émergence, l'égalité de chance. Bon, l'émergence. Égalité de chance, il y a eu une inondation à Kanda. Les gens sont allés en courant. Ils ont immergé. Les gens sont allés en courant contempler à Kanda qui s'inondait. Mais quand il y a une inondation à plein ciel, personne n'y va. Vous voyez, parce l'égalité de chance, ce sont c'est ce que ça veut dire. Qui évitent. Hein. Mais vous voyez, les intempéries n'observent pas toute cette disparité. Les intempéries n'ont pas de choix. Alors, Benoît aussi, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié, le journaliste ne sait pas tout? Ah oui. Laquelle? Ah, il y avait tellement. Mais la plus importante que j'aurais voulu que vous me posiez, c'est celle de savoir qui doit faire la démocratie dans nos pays. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, Jackie Moifo ne prend pas les bords pour poser des questions. Donc, voilà pourquoi je demande toujours à l'interviewé si j'ai oublié une question. Et là, vous me rappelez quelque chose d'important. Qui doit faire normalement la démocratie dans nos pays? Qui doit donc assurer cette démocratie dans nos pays? Je pense que démocratie se veut être la pratique, autrement dit, la manière, je vous parle là, dans le français, de gens qui doivent tout comprendre. La manière dont un pays doit vivre. Mais cette façon de vivre doit émaner de la population, du peuple lui-même. Mais quand le peuple manifeste sa volonté dans le choix de son dirigeant, autrement dit de ses dirigeants, et que les gens qui se disent démocratiques, des pays qui se disent démocratiques, des véritables démocrates, viennent faire des leçons contraires aux leçons qui devraient être celles qu'on attendrait d'eux, mais ça devient grave pour nous. Vous indexez une fois de plus à France. Pardon? Vous indexez une fois de plus à France. Mais on ne cessera jamais d'indexer la France tant qu'elle s'initiera toujours dans la vie d'un pays, dans la gouvernance. Le mauvais sens, quoi. Dans la gouvernance, dans le mauvais sens de ce que le monde devrait attendre de la France. Peut-on résumer en disant que le Gabon a besoin de la France, le Gabon a besoin de la France, on le sait, mais d'une France plus juste et plus honnête. Peut-on résumer les choses comme ça? Nous avons besoin de la France qui devrait être le modèle du Gabon. Le modèle, ça veut dire que la France doit demander aux Gabonais de vivre comme elle vit. Pas de dire aux Gabonais que vivez comme vous vivez, mais n'essayez pas de nous imiter. Ce serait terrible car le pacte colonial qui a encore plusieurs années avant, mais je pense le pacte colonial, il faudrait quand même qu'il y ait une fin à toute chose dans tout ça. C'est bien ce que la France craint. C'est ce que la France craint, mais on pourra le lui forcer. Actualité oblige, il y a un journal, il y a mes confrères allemands qui ont écrit ces jours-ci que mon pays, la France, j'assume d'être français, mon pays, la France, vit sur le dos des Africains. Les pays d'Afrique francophone versent 400 milliards d'euros à la France comme impôt colonial chaque année. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? C'est une information que vous me passez là maintenant, qui vient confirmer ce que... Je l'ai ici, je pourrais vous la faire suivre. En tout cas, si vous, ce serait très gentil de votre part. C'est une information qui confirme ce que nous vivons. C'est une façon de rendre, si vous voulez bien, de rendre réels nos soupçons, nos supputations. Nous savons que... comment pouvez-vous expliquer le fait que quelqu'un, un mois avant, déclare une chose que, à la veille des enjeux très importants, il se déjuge, il déclare une autre chose. C'est juste
Confidence pour confidence avec lui, notre président, nous sommes habitués. Il montre toujours le blanc et pratique le noir. Voilà, mais ça, ce ne sont pas des choses à vénérer, à élever, à applaudir. Moi, je pense que ce journal a raison. Il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié, que je ne comprends pas surtout, que peut-être vous allez m'aider à comprendre. D'un côté, on crie qu'il y a un flux très élevé d'immigration dans ces pays-là, dans vos pays. Et de l'autre, on crée des causes, des conditions qui développent ou bien qui favorisent cette montée vertigineuse de l'immigration. Vous ne trouvez pas que c'est... Vous voulez comprendre? Je voudrais comprendre. Je vais vous le dire ici, face caméra, puisque vous êtes un communicant, et vous posez la question à un autre communicant. Merci. Voici plusieurs années que je parle aux hommes politiques de mon pays, et je vais les citer. Il y a 11 ans, je parlais à Dominique Strauss-Kahn. Je lui expliquais qu'il serait temps que la France pense à changer les conditions de vie de Mamadou. Il m'avait demandé à l'époque lequel. Et je lui avais dit, je lui ai répondu, y a-t-il une différence entre les deux? Celui d'ici, elle n'a pas de job, voilà. N'a pas d'appartement, voilà. Parce qu'il est brûlé par le soleil. Celui là-bas ne peut pas vivre de sa richesse. C'est la raison pour laquelle au Niger, deuxième producteur au monde d'uranium, la population est pauvre. Ouais. Et je peux vous dire que Dominique Strauss-Kahn, nous avions beaucoup échangé, vraiment seul à seul, comme je parle avec vous. Ouais. Il aurait été investi en 2011 par son parti, que les choses auraient certainement légèrement bougé. La même année, j'en avais discuté, j'avais expliqué des choses à Michel Roussin, qui était numéro 2 du groupe Bolloré pour qui je travaillais à l'époque. Ouais. Et j'avais demandé à rencontrer Vincent Bolloré. Il m'a trouvé un jour au Fertois, je le dis, Vincent Bolloré. Il m'a trouvé un jour au Fertois, il m'a tapoté à l'épaule. Ça devait être le 8 juillet 2005, il m'a tapoté à l'épaule en me disant « Je sais que vous voulez me voir, mais laissez-moi un peu de temps ». Il ne m'a jamais vu jusqu'à ce que j'en suis parti. Alors, il y a encore un an, je parlais à un sénateur des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est la région parisienne, le département de Nicolas Sarkozy, pour ceux qui ne connaissent pas. Je parlais à un sénateur très important, je lui disais qu'il serait temps que la France mute sa façon de traiter, de voir Mamadou. Car si hier Mamadou ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui il est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises. Il serait temps que la France n'attende pas que la population africaine jeune se dresse contre elle. Ouais. Il serait temps que mon pays, la France, prenne les devants, propose de nouveaux accords, c'est-à-dire gèle les anciens accords, ouais. Et propose de nouveaux accords aux pays africains, à cette population jeune qui se réveille le matin en parlant à quelqu'un qui est à Singapour, à Paris ou à Washington. De cette façon, mon pays, la France, donnerait l'impression à cette population d'être de son côté. Mais et de cette façon-là, ces jeunes gens parleraient à leurs amis d'ici, en les regardant dans les yeux, en se disant votre pays est juste avec le nôtre. Car il est de mon intérêt, moi français, d'origine africaine, que la France garde un partenariat privilégié avec ces pays africains-là. Lorsque je ne m'identifie pas aux Singapouriens, aux Russes ou aux Chinois, bien que je n'ai rien contre eux, j'ai plein d'amis et j'y vais. Mais l'appartenance commence par la culture, et la culture commence par la langue. Lorsque vous et moi échangeons, M. Ngoussi, c'est en langue française. Oui. Je sais à peine dire 2 mots de Zélie. Vous savez à peine dire 2 mots, je ne sais pas quoi. Alors, donc, je me sens français, et cela ne commence pas par le papier. Le papier n'est que la reconnaissance administrative. Je m'exprime en français, je dors français, je pense français, je mange français, j'écris français beaucoup mieux que certains qui naquirent sur cette terre de France. Je suis français, que l'on le veuille ou non, et dans mon intérêt comme celui de beaucoup de Français, de mes compatriotes blancs ou noirs, il serait très important que la France garde un partenariat privilégié avec le Gabon, avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, mais en étant un peu plus juste, je vais chuter là maintenant. Pourquoi je proposais cela à ces sénateurs il y a un an, c'était en juillet 2015. Pourquoi? Parce que hier, vous Gabonais étiez 300 000 environ. Aujourd'hui, vous êtes 1,5 million. L'enfant qui a 10 ans mange ceci, de quantité de pain.
À 15 ans, il en mange plus. Ouais. À 18 ans, il se l'achète et si vous l'en empêchez, ça finit mal. C'est la guerre. Il faut donc permettre à cet enfant de manger un peu plus de pain, car il en a besoin pour grandir. Vous étiez 300 000 hier, vous avez besoin d'1 million pour manger. Aujourd'hui, vous êtes 1 500 000, vous avez besoin d'2 millions pour manger, il faut que vous les ayez. Sinon, vous allez vous révolter et ça va mal se passer. En réalité, il ne faut pas aller à sciences politiques pour le comprendre. Ouais. Il ne faut pas être grand économiste pour le comprendre. Vous comprenez? Là, le journaliste ne doit pas tout le temps donner son point de vue, mais vous me posez une question, je vous donne ma réponse. Mais tout à fait. Je fustige le comportement des hommes politiques et même des hommes d'affaires de mon pays, car ils oublient que l'enfant qui naquit il y a 2 jours, aujourd'hui a grandi. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon pays, il y en a qui soutiennent des dictatures à quelque part. Voilà, c'était ça. ma réponse. Ça nous fait chaud au cœur parce que si tous les Français pouvaient réfléchir comme vous, nous pensons que ce que nous sommes en train de subir au Gabon ne devait pas y être. Mais, vous savez, ce sont des générations passées qui ont fait le lit de ce que nous vivons aujourd'hui. Et si nous continuons à faire le lit de tout ce que nous avons reçu pour nos enfants, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. C'est nous qui devons maintenant changer, afin que nos enfants, nos petits-fils qui viendront demain, ne puissent pas vivre ce que nous vivons. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Avant de terminer cette émission, je vais vous faire regarder votre caméra. Vous êtes soutien de Jean Ping aujourd'hui. Oui. Il y a 7 ans, vous étiez candidat. Oui. Mais en 2016, vous avez décidé de soutenir Jean Ping. On sait qu'il y a eu des défections. Il y en a qui sont présidents aujourd'hui ou vice-présidents ou quoi que ce soit. Oui. Vous, est-ce que vous êtes certain de soutenir la cause de Jean Ping jusqu'au bout? Mais je ne soutiens pas forcément la cause de Jean Ping. Je soutiens la vision que Dieu m'a donnée. La vision que Dieu m'a donnée, c'est de faire en sorte que son peuple qui est au Gabon puisse arrêter de vivre comme il vit. Et si Jean Ping continue à être dans cette vision, nous serons toujours ensemble. Mais si un jour il fait comme les autres, il repart à ce qu'il a vomi, je continuerai. Je pense que Dieu mettra devant moi quelqu'un d'autre que je soutiendrai. Mais il est hors de question pour moi aujourd'hui de penser que les crimes rituels sont une bonne chose. De penser que qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous citer tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais est ovationné, est érigé en normes politiques, en normes de gouvernance, de bonne gouvernance chez nous. Les crimes rituels, j'ai vu dans des pays les présidents de la République démissionner parce qu'on les a accusés de la corruption. Mais chez nous au Gabon ou en Afrique, la corruption, c'est même pas un délit. C'est même pas un délit. Alors que c'est un crime. Dans les papiers, c'est un crime. Donc, moi, je ne pourrais jamais soutenir le corrompu. Je ne pourrais jamais soutenir un pays où on ne punit pas ceux qui font du mal. On punit ceux qui réclament leurs droits. On punit celui qui dit que j'ai faim. On punit celui qui dit que non, j'ai eu mal parce qu'on m'avait tapé. Non, chez nous, pour être bien, quand on vous bastonne, il ne faut pas crier. Quand on vous punit, il ne faut pas dire que non, vous m'avez mal puni. Vous m'avez puni arbitrairement. Alors là, si M. Jean Ping, le président Jean Ping, continue comme il a commencé, je vais le soutenir, puisque nous faisons la même chose. Je suis ici. Hier, j'étais là où la diaspora l'a reçu. J'étais avec lui. Et je serai avec lui tant qu'il saura comprendre que la population gabonaise, le peuple gabonais, a besoin d'un léger bien-être. Bien, pour terminer, vous allez me donner des nouvelles de quelques personnes. Comment va M. Guizou Bandama? Il va très bien. Comment va Marcel Robin Tchoreri? En tout cas, il va bien. Vous les avez rencontrés? Nous sommes souvent ensemble. Il y a aussi Zachary Miboto. Il va très bien. Et sa fille Chantal? Tout le monde se porte bien, bon. mais sauf que, vous voyez, vous pouvez voir quelqu'un
il peut paraître en bonne santé, mais si là où il dort, il ne fait pas bon vivre, la personne sera malade. Parce que la bonne santé, ce n'est pas forcément se sentir bien, mais la bonne santé aussi, c'est de manger à sa faim, de se soigner quand on est malade, de se vêtir, de se protéger quand il fait froid. Voilà un peu la bonne santé. Chez vous, il ne fait pas au fond, hein, heureusement. Et Bertrand Zibi, avez-vous des nouvelles du député Bertrand Zibi? Des nouvelles qui nous viennent de là-bas, ce sont des nouvelles qu'un homme de Dieu ne peut pas relayer ici parce que je ne les ai pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, puisqu'il n'est pas accessible. Je me contente seulement d'attendre comme le reste que il se porte mal là-bas, il n'est pas... et puis c'est la prison. La prison, même chez vous ici en France, si quelqu'un est privé de la liberté, c'est déjà mauvais. À plus forte raison chez nous, où j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'une journaliste de l'Écho du Nord, vous voyez, elle n'a passé que quelques heures à la police ou bien au BE2, je ne sais pas où est-ce qu'on l'avait amenée, mais elle en est sortie avec des échymoses, avec la plus forte raison, quelqu'un qui a déjà fait 1 mois, 2, 3, quelque part là-bas sans être vu. Alors, il faut penser qu'il n'est pas à l'aise là-bas. Même si on fait du journalisme, on ne peut pas être insensible à la souffrance, n'est-ce pas? Donc je laisse tomber la déontologie ou tout ce que vous voulez. Nous, sur JMTV+, avons une pensée forte pour Bertrand Zibi, pour Rodney et pour tous les autres prisonniers politiques au Gabon. Je sais que je pourrais être taxé par le camp Ali Bongo d'être pro-jumping. Je tiens ici à vous dire, chers téléspectateurs, que nous, sur GMTV+, avons donné la parole aux partisans d'Ali Bongo. Il y a de cela 2 mois et demi, s'asseyait dans ce même fauteuil Rodrigue Amidou, partisan d'Ali Bongo, qui est venu s'exprimer librement. Nous sommes en France, pays des libertés, des droits de l'homme. Tous ceux qui sont pro-Ali Bongo ont le droit de me réquisitionner à toute, j'ai dit même me réquisitionner, à toute heure de jour comme de nuit, pour venir s'exprimer. Nos caméras, nos micros sont à vous, comme ils sont aussi à ceux du camp adverse. Que les partisans d'Ali Bongo qui souhaitent s'exprimer, il est facile de me trouver. Mon numéro est même sur Internet ou sur Facebook, JMTV+. Vous me retrouvez et vous serez invité sur mon plateau. Vous vous exprimerez. Je ne rejetterai pas ce que vous dites. Je ne les retiendrai pas pour moi. Je les livrerai. Je les diffuserai comme je diffuse ceux des autres. Tout simplement. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce petit programme sur GMTV+. Gardez la banane et surtout, gardez la pêche. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci encore.